Parfois, pour dîner, il n'y avait que du pain et des raisins secs. La maison faisait 65 mètres carrés, une seule pièce et un sous-sol sombre. Quand quelqu'un venait consulter le père, parce que le père était Molla, guide spirituel du quartier, la famille entière descendait au sous-sol pour libérer la pièce. Et elle attendait, dans le noir, que la visite se termine. C'est dans cette maison que grandit l'homme qui, 50 ans plus tard, détiendra un pouvoir absolu sur 90 millions d'Iraniens. L'homme dont la main droite paralysée, toujours dissimulée sous la robe, deviendra la métaphore la plus exacte du régime qu'il a construit. Une main cachée, mais qui contrôle tout. Voici la véritable histoire de l'ayatollah Ali Khamenei. Il naît le 19 avril 1939 à Mashhad, dans le nord-est de l'Iran. Mashhad n'est pas n'importe quelle ville. C'est la ville sainte du chiisme iranien, celle qui abrite le sanctuaire de l'imam Reza, visité chaque année par des millions de pèlerins. Grandir à Mashhad, c'est grandir dans l'épicentre de la foi chiite. Son père, Javad Khamenei, est un religieux d'origine azérie. Né à Nadjaf, en Irak, l'autre grande ville sainte du chiisme, il a étudié dans les séminaires les plus prestigieux avant de s'installer à Mashhad où il officie comme imam d'une mosquée azerbaïdjanaise. Sa mère, Khadija Mirdamadi, fille de clerc, est une femme cultivée, passionnée de littérature et de poésie persane. Elle adore Hafez, le grand poète. Le couple a 8 enfants. Ali est le deuxième fils. 3 de ses frères deviendront eux aussi des religieux. Mais la famille est pauvre. Pauvre au sens strict. La description que Khamenei fait lui-même de son enfance est brutale dans sa simplicité. Pas de nourriture le soir, du pain avec des raisins quand la mère improvisait quelque chose. Un logement d'une pièce unique où l'intimité n'existe pas. Des années plus tard, des bienfaiteurs achèteront le terrain adjacent pour que la famille puisse construire 2 pièces supplémentaires. C'est une enfance de privation, mais aussi une enfance d'immersion totale dans le sacré. À 4 ans, Ali et son frère aîné Mohammad sont envoyés au Maktab, l'école coranique traditionnelle. Il apprend l'alphabet, le Coran, les bases de la théologie chiite. Puis, il entre au séminaire de Mashhad. Il a 11 ans. Selon Mehdi Kalaji, chercheur au Washington Institute, il commence à porter le vêtement clérical à cet âge, ce qui lui vaut les moqueries de ses camarades. Un gamin en turban au milieu des enfants. Mais le gamin persiste. Et c'est ici que le personnage commence à se dessiner. Parce que Ali Khamenei n'est pas un séminariste comme les autres. Là où ses pairs étudient exclusivement la jurisprudence islamique, lui passe des heures à la bibliothèque Astane-Quds Razavi, la plus grande collection de livres d'Iran rattachée au sanctuaire de l'imam Reza. Il dévore les romans russes, Tcholokov, Alexis Tolstoï, il lit Victor Hugo, Balzac, Michel Zevako. Son roman préféré, il le dira lui-même des décennies plus tard, c'est Les Misérables. Il déclare que ce livre est un miracle dans le monde de l'écriture romanesque. Il écrit des poèmes sous le pseudonyme Amine et participe à des concours de poésie. Il admire Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell. Le futur guide suprême de la République islamique est, dans sa jeunesse, un lecteur passionné de philosophie occidentale. Ce détail est essentiel. Il révèle un homme qui connaît l'Occident, qui a lu l'Occident, qui a absorbé une partie de sa pensée et qui choisira ensuite, en pleine conscience, de le combattre. En 1957, à 18 ans, Khamenei part à Nadjaf, en Irak, sur les traces de son père. Il assiste aux cours des plus grands maîtres du séminaire chiite, les ayatollahs Mohsen Hakim, Mahmoud Charoudi, d'autres encore. Il veut rester. Mais son père refuse et le rappelle en Iran. L'année suivante, en 1958, il s'installe à Qom. Et c'est là que tout bascule. Qom, à cette époque, c'est le cœur battant de l'opposition cléricale au régime du Shah Mohammad Reza Pahlavi. Le Shah modernise l'Iran à marche forcée. Droits des femmes, réforme agraire, rapprochement avec l'Occident, mais il le fait avec une brutalité autoritaire qui écrase le clergé chiite. Et dans les amphithéâtres du séminaire de Qom, un homme galvanise les étudiants contre le Shah. Cet homme s'appelle Rouhollah Khomeini. Khamenei le rencontre. L'impact est immédiat. Il le dira plus tard avec une franchise totale. Dans les domaines de la pensée politique et révolutionnaire et de la jurisprudence islamique, je suis un disciple de l'imam Khomeini. Entre 1958 et 1964, Khamenei étudie à Qom sous la direction de Khomeini, mais aussi de l'ayatollah Boroujerdi et du philosophe Alamé Tabatabai. C'est une formation complète.
théologique, juridique, philosophique. Mais c'est la composante politique qui prend le dessus. Khamenei épouse l'idéologie révolutionnaire de Khomeini. Il recrute des militants. Il porte des messages secrets entre les cellules clandestines. En 1963, Khomeini lui confie une mission directe. Transporter un message secret aux religieux de Machhad pour organiser la résistance contre le Shah. Khamenei s'exécute. Il est arrêté une première fois à Birjand, passe une nuit en prison. On lui interdit de prêcher. Il refuse d'obéir. Il est arrêté à nouveau après le soulèvement sanglant du 15 Khordad en juin 1963. 10 jours de prison dans des conditions sévères. Mais en 1964, il reçoit une lettre de son père. Le vieil homme est en train de perdre la vue. Un œil ne fonctionne plus. Il a besoin de son fils. Khamenei, à 25 ans, fait un choix qui pourrait paraître anodin, mais qui révèle un trait profond de son caractère. Il quitte Qom, renonce à poursuivre ses études avancées et rentre à Machhad pour s'occuper de son père. Il commentera cette décision des années plus tard. « Si j'ai eu quelques succès dans ma vie, c'est grâce à la bénédiction divine pour avoir pris soin de mes parents. » Il ne quitte pas l'étude pour autant. Il continue à enseigner la jurisprudence aux étudiants du séminaire de Machhad. Il prêche, il recrute et surtout, il interprète le Coran d'une manière radicalement politique, enseignant à ses étudiants que l'islam exige l'établissement d'un gouvernement basé sur ses principes. Le message est clair, le Shah doit tomber. Le Shah tombe. Le 11 février 1979, la révolution islamique triomphe. Khomeini rentre d'exil. Et le jeune clerc de Machhad, qui a passé des années dans l'ombre, émerge soudainement au premier plan. Khamenei est nommé au Conseil de la Révolution. Il supervise brièvement les gardiens de la Révolution, le corps paramilitaire qui deviendra l'instrument de contrôle absolu du régime. En janvier 1980, Khomeini le nomme imam de la prière du vendredi à Téhéran, un poste d'une importance symbolique considérable. Mais c'est le 27 juin 1981 que se produit l'événement qui transforme Khamenei en légende vivante du régime. Il est à la mosquée d'Abouzar, à Téhéran. Il vient de prononcer un prêche. Il s'assoit pour répondre aux questions des fidèles. Un homme, décrit par les médias iraniens comme un jeune homme de taille moyenne, cheveux bouclés, barbe, veste à carreaux, pose un magnétophone sur la table devant lui. Au bout d'une minute, l'appareil émet un sifflement, puis explose. La bombe a été placée à l'intérieur du magnétophone. L'explosion ravage le bras droit de Khamenei, lacère ses cordes vocales, perfore ses poumons. La convalescence dure des mois. Son bras droit restera paralysé à vie. Sa voix ne retrouvera jamais son timbre d'origine. L'attentat est attribué aux Moudjahidines du peuple, l'organisation d'opposition armée. À l'intérieur de l'appareil détruit, on retrouve un message. Un cadeau du groupe Forgan à la République islamique. Khomeini envoie un message à Khamenei depuis son lit. Les mots sont soigneusement choisis. Tu es de la lignée de l'imam Hossein, fils d'Ali. Tu as servi l'islam et ce pays. Tu as été un soldat fidèle au front et un enseignant passionné pour le peuple. Khamenei devient un martyr vivant. 3 mois plus tard, il est élu président de la République islamique avec 95% des voix. Il a 42 ans. Il sera président pendant 8 ans, 2 mandats, de 1981 à 1989. 8 années de guerre contre l'Irak, 8 années de répression interne, 8 années d'apprentissage du pouvoir. Mais personne, absolument personne, ne le considère alors comme un futur guide suprême. Le diplomate américain John Limbert, retenu en otage à Téhéran pendant la crise de l'ambassade, le rencontre pendant sa captivité. Il dira plus tard « Je ne me voyais pas du tout en train de discuter avec un politicien de premier plan. Je n'avais d'ailleurs jamais entendu parler de lui. » Khamenei n'a ni le charisme, ni l'érudition religieuse de Khomeini. Il n'est pas marja, c'est-à-dire qu'il n'a pas le titre de source d'imitation, la plus haute distinction du clergé chiite exigée par la Constitution pour devenir guide suprême. Mais Khomeini meurt le 3 juin 1989. Et c'est là que se joue l'une des manœuvres politiques les plus opaques de l'histoire moderne de l'Iran. L'Assemblée des experts se réunit en urgence le lendemain. Rafsanjani, le président du Parlement, orchestre les débats. Il affirme, sans preuve vérifiable, que Khomeini lui-même avait désigné Khamenei comme successeur lors d'une conversation privée quelques mois plus tôt. L'Assemblée vote. 60 voix pour, 14 contre.
Khamenei est élu guide suprême. Lui-même s'y oppose, du moins en apparence. Il déclare à l'Assemblée, dans une séquence qui sera filmée et fuira des années plus tard, « Nous devrions verser des larmes de sang de devoir proposer mon nom pour ce poste. » Mais les larmes de sang ne l'empêchent pas d'accepter. Pour rendre l'élection constitutionnelle, on modifie l'article 109 de la Constitution. L'exigence de Marja est supprimée. Et Khamenei, clerc de rang intermédiaire, devient le deuxième guide suprême de la République islamique. Le titre d'ayatollah, qu'il ne possédait pas au sens strict, lui est attribué dans la foulée. Alex Vatanka, chercheur au Middle East Institute, résume la situation avec une précision chirurgicale. Il le savait lui-même. Il n'avait ni le prestige ni la stature pour être le successeur du fondateur de la République islamique. Et c'est précisément cette conscience de sa propre faiblesse qui va le rendre redoutable. Là où Khomeini régnait par le charisme et la stature religieuse, Khamenei va régner par l'architecture institutionnelle. Méthodiquement, sans éclat, pendant 3 décennies, il reconstruit le pouvoir du guide suprême de fond en comble. Pas en imitant Khomeini, mais en transformant la fonction elle-même. Il fait du bureau du guide un centre nerveux doté d'une bureaucratie sophistiquée. Renseignements, armée, justice, médias, tout remonte à lui. Pas comme un dictateur médiatisé qui harangue les foules, plutôt comme un ingénieur du pouvoir qui câble chaque circuit vers son bureau. Les gardiens de la révolution islamique deviennent le pilier central de ce système. Sous Khomeini, les gardiens étaient une milice révolutionnaire parmi d'autres. Sous Khamenei, ils deviennent un empire à part entière, militaire, économique, industriel, contrôlant selon les estimations entre 1/4 et 1/3 de l'économie nationale. Les commandants des passes d'Aran, c'est Khamenei qui les nomme. Les chefs du renseignement, c'est Khamenei qui les choisit. Pas le président, pas le Parlement, lui. Et un à un, il écarte ceux qui l'ont porté au pouvoir. Rafsanjani, le faiseur de roi de 1989, celui qui a convaincu l'Assemblée des experts de le nommer, va découvrir que la créature a dépassé le créateur. Pendant son second mandat présidentiel, Rafsanjani perd progressivement toute influence au profit de Khamenei. Il terminera marginalisé, poussé hors du cercle du pouvoir par les conservateurs que Khamenei a lui-même installés. Khatami, le président réformateur élu en 1997 sur une vague d'espoir populaire, verra toutes ses réformes bloquées par le Conseil des gardiens et les institutions sous contrôle du guide. Moussavi et Karoubi, les leaders du mouvement vert de 2009, seront assignés à résidence sans procès, sur ordre direct de Khamenei, et y resteront pendant des années. L'Assemblée des experts, théoriquement chargée de superviser le guide suprême et même de le destituer, devient une chambre cérémonielle dont les candidats sont eux-mêmes filtrés par le Conseil des gardiens, dont la moitié des membres sont nommés par le guide. Le système se referme sur lui-même, verrouillé à chaque étage par le même homme. Mais réduire Khamenei à un autocrate intérieur, c'est passer à côté de sa vision stratégique, qu'on la juge cynique ou lucide. Car Khamenei ne pense pas en termes de territoire, il pense en termes de profondeur stratégique. L'Iran, encerclé par des bases militaires américaines en Irak, en Afghanistan, dans le Golfe, au Qatar, à Bahreïn, ne possède ni l'armée de l'air de ses adversaires, ni leur technologie de pointe. Khamenei en tire une conclusion froide. L'Iran ne peut pas se défendre en combat conventionnel contre les États-Unis ou Israël. Il lui faut une dissuasion asymétrique. Cette dissuasion prend 2 formes. La première, c'est le programme balistique et nucléaire, la capacité de frapper n'importe quel point de la région et la menace permanente d'un franchissement du seuil nucléaire. La seconde, c'est le réseau d'alliances que l'Occident appelle les proxys et que l'Iran appelle l'axe de la résistance. Le Hezbollah au Liban, le Hamas et le djihad islamique à Gaza, les milices chiites en Irak et en Syrie, les Houthis au Yémen. Chaque acteur a sa propre dynamique locale, mais chacun offre à Téhéran une capacité de projection de puissance sans déployer un seul soldat iranien sur un sol étranger. Ce réseau, Khamenei le conçoit comme un arc de dissuasion, destiné à rendre le coût d'une attaque directe contre l'Iran tellement élevé qu'aucune puissance ne s'y risquerait. C'est la doctrine qui guidera la politique étrangère iranienne pendant 30 ans. Et c'est cette même doctrine qui, aux yeux d'Israël et des États-Unis, fait de l'Iran la menace numéro 1 de la région. Puis vient le tournant nucléaire, et avec lui,
l'échec qui scellera peut-être le destin du régime. En 2015, après des années de négociations, l'Iran signe l'accord de Vienne, le JCPOA, avec les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, plus l'Allemagne. L'Iran accepte de limiter drastiquement son programme nucléaire en échange de la levée des sanctions. L'AIEA certifie la conformité iranienne à 10 reprises. Le deal fonctionne. Pour Khamenei, c'est un pari risqué. Il a laissé le président Rouhani négocier avec les Américains, contre l'avis des durs de son propre camp. Mais il fixe les limites. Pas de concessions sur les missiles balistiques, pas de remise en cause du système politique. Le 8 mai 2018, Donald Trump retire unilatéralement les États-Unis de l'accord. Il le qualifie d'horrible deal et réimpose les sanctions les plus sévères jamais infligées à l'Iran. La politique dite de pression maximale. Ce retrait a lieu alors même que toutes les inspections confirment que l'Iran respecte ses engagements. Emmanuel Macron avait averti Trump que cette décision pourrait mener à la guerre. Israël et l'Arabie Saoudite, eux, applaudissent. Khamenei réagit publiquement avec une fureur froide. Il déclare « Nous n'avons cessé de dire de ne pas faire confiance aux Américains. Voilà le résultat. » Puis, il prononce cette phrase, devenue célèbre. « Monsieur Trump, vous ne pourrez rien faire contre nous. » En privé, il tire une conclusion plus profonde, qu'il formulera en 2025. Négocier avec les États-Unis n'est ni sage, ni intelligent, ni honorable. Les conséquences sont dévastatrices. L'économie iranienne, qui avait commencé à se redresser après la levée des sanctions, replonge. L'inflation explose, le rial s'effondre. Les entreprises européennes, Peugeot, Total, Siemens, se retirent les unes après les autres, terrorisées par les sanctions secondaires américaines. Et l'Iran, lentement, recommence à enrichir l'uranium au-delà des seuils autorisés. Le JCPOA est mort dans les faits, bien avant d'être enterré officiellement. Pour les analystes de Foreign Affairs, le retrait américain aura validé exactement ce que le deal était censé affaiblir. Les durs du régime, ceux qui avaient toujours affirmé que Washington ne cherchait pas un accord, mais un changement de régime. John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale qui avait poussé au retrait, ne s'en cachait d'ailleurs pas. Il avait écrit noir sur blanc qu'il fallait détruire le JCPOA pour préparer le terrain à une confrontation directe. L'Iran, de son côté, accélère son pivot vers l'Est. Accords commerciaux et militaires sans précédent avec la Russie et la Chine, pacte trilatéral stratégique signé en janvier 2026. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'Iran, la fracture entre le régime et sa population ne cesse de s'élargir. 75% des 90 millions d'Iraniens sont nés après la révolution de 1979. Ils n'ont pas connu le Shah, ils n'ont pas connu le soulèvement contre lui. Ce qu'ils connaissent, c'est le chômage, l'inflation, les sanctions et un régime qui leur interdit de vivre comme ils le voient sur leurs écrans de téléphone. En 2009, le mouvement vert rassemble des millions de manifestants pour contester la réélection d'Ahmadinejad. Khamenei fait réprimer. En 2017 et 2019, des révoltes éclatent dans les villes ouvrières contre la vie chère. Khamenei fait réprimer. En 2022, après la mort de Mahsa Amini, arrêté par la police des mœurs pour un voile mal porté, l'Iran connaît le plus grand soulèvement depuis la Révolution. Le slogan « Femmes, vie, liberté » résonne dans tout le pays et dans le monde entier. Khamenei fait réprimer. Des centaines de morts, des milliers d'arrestations. Khamenei ne comprend pas ces protestations, ou plus exactement, il refuse de les comprendre dans leurs propres termes. Pour lui, chaque manifestation est un complot étranger. Chaque revendication sociale est une infiltration occidentale. Cette incapacité à reconnaître la légitimité de la colère populaire, y compris chez ceux qui n'ont aucune sympathie pour l'Occident, sera sans doute jugée par l'histoire comme sa plus grande erreur politique. Juin 2025. Après l'échec des négociations nucléaires de Genève, Israël lance des frappes massives sur l'Iran. Installations militaires, sites nucléaires, défenses aériennes. C'est le début de la guerre des 12 jours. L'Iran riposte par des salves de missiles sur des villes israéliennes. Les États-Unis entrent dans le conflit, frappant les installations nucléaires de Fordo, Natanz et Ispahan. Un cessez-le-feu est obtenu sous pression américaine, mais rien n'est réglé. Khamenei se réfugie dans un bunker si profond sous sa résidence de Téhéran que l'ascenseur met plus de 5 minutes pour y descendre. Il coupe toutes ses communications électroniques. Il ne parle plus à ses commandants que par l'intermédiaire d'un aide de confiance. Et dans un geste sans précédent, il désigne 3 mollahs seniors comme successeurs potentiels et demande à l'Assemblée des experts de se préparer à choisir rapidement en cas de mort.
L'homme qui contrôlait tout disparaît dans l'obscurité. En décembre 2025 et janvier 2026, des manifestations éclatent dans plusieurs villes iraniennes, cette fois contre la gestion économique du pays, la flambée du coût de la vie, les conséquences directes de la guerre. La légitimité du régime atteint son point le plus bas. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël lancent une opération militaire conjointe baptisée Epic Fury. La CIA avait suivi pendant des mois les déplacements de Khamenei et appris qu'une réunion de hauts responsables devait se tenir à sa résidence. Les frappes sont déclenchées à ce moment précis. Des avions israéliens larguent 30 bombes sur le complexe résidentiel du guide suprême à Téhéran. L'Iran dément immédiatement. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères déclare que le guide est sain et sauf. Les agences Tasnim et Mer affirment qu'il est ferme et inébranlable, commandant le terrain. Netanyahou et Trump affirment le contraire. Les images satellites montrent un bâtiment rasé. Dans la nuit, un officiel israélien annonce que le corps a été retrouvé et identifié. Le 1er mars, à l'aube, l'Iran confirme. L'IRIB annonce que le guide suprême a atteint le martyr. 40 jours de deuil national sont décrétés, 7 jours de congé. Sa fille Boshra, sa petite-fille Zara, son gendre et sa belle-fille ont également péri dans les frappes. Dans les rues iraniennes, 2 pays coexistent au même instant. Des foules se rassemblent pour pleurer un homme qu'elles considèrent comme le défenseur de la souveraineté iranienne contre l'agression étrangère. D'autres sortent pour célébrer la chute d'un homme qu'elles tiennent pour responsable de décennies de répression et d'appauvrissement. En Syrie, des scènes de joie. Dans la diaspora iranienne, des rassemblements de liesse. Dans les communautés chiites du Liban, d'Irak, du Pakistan, des appels à la vengeance. L'Iran n'est pas un seul peuple dans un seul deuil. L'Iran est un pays fracturé, qui regarde la même mort avec des yeux radicalement différents. Ali Khamenei avait 86 ans. 36 années de pouvoir absolu. Le petit garçon de Machhad qui mangeait du pain et des raisins secs dans un sous-sol sombre est devenu l'architecte d'un système théocratique sans équivalent, d'un réseau d'alliances armées étendu sur 4 pays, d'un programme nucléaire et balistique qui a tenu le monde en haleine pendant 2 décennies. Il a survécu à un attentat, à 8 années de guerre contre l'Irak, à 3 présidents américains hostiles, à des sanctions sans précédent et à la colère de son propre peuple. Il a défié l'Occident, et l'Occident l'a finalement tué. Mais la question que pose sa mort n'est pas celle que Washington ou Tel Aviv voudraient entendre. La question n'est pas « comment l'a-t-on éliminé ?» La question c'est « qu'est-ce que 36 ans de pression maximale, de sanctions, d'isolement et finalement de bombardement ont réellement changé pour les 90 millions d'Iraniens qui restent ?» Il aimait Les Misérables de Victor Hugo. Il écrivait des poèmes sous un pseudonyme. Il avait perdu l'usage de sa main droite dans un attentat et n'a jamais cessé de la cacher sous sa robe. La main cachée. C'est peut-être la meilleure façon de résumer Ali Khamenei. Une puissance dissimulée, un contrôle total exercé dans l'ombre. Et une question laissée en suspens. À qui appartenait vraiment cette main? À un défenseur de la souveraineté iranienne? Ou à un homme qui a confisqué l'avenir de tout un peuple au nom d'une révolution que ce peuple n'avait plus envie de vivre? La réponse dépend de qui vous êtes. Et c'est précisément ce qui rend cette histoire impossible à résumer en un seul verdict. Voilà la véritable histoire de l'ayatollah Khamenei.